Bien, c'est après ce lumineux morceau de Camerata Mediolanaise que nous nous retrouvons pour terminer cette émission. Alors, la thématique du jour est close, à moins que nos invités aient d'autres petites choses à dire, non? Oui, c'est une remarque qu'on avait faite tout à l'heure hors micro, c'est que simplement sur le rôle que éventuellement la religion peut jouer face aux d'autres expériences de totalitarisme au XXe siècle. Je pense à des figures comme Stauffenberg ou d'autres qui ont résisté au nazisme ou d'autres qui ont résisté au totalitarisme soviétique et pour qui la religion a été une ligne de, un vade-mecum, une ligne de conduite qui a parfois limité justement les opérations politiques, parce que tout n'est pas politique. Certes, bon, on va pas épiloguer sur le fait qu'on puisse réduire le geste Stauffenberg à sa dimension uniquement religieuse. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui sont en mis de compte, mais effectivement, on peut noter cette réalité en tout cas qui intervient. Olivier, non, Alain? Non, je suis assez d'accord. D'accord. Avec cette remarque, à ceci près que ça vaudrait peut-être plus pour les résistants du réseau de la Rose Blanche que pour Stauffenberg, qui n'était pas spécialement un esprit religieux, c'était un disciple de Stéphane Georg. Et je crois qu'il était dans une autre optique, mais enfin, la remarque est tout à fait juste pour quantité d'autres personnes. C'est le chevalier du XXe siècle. Évidemment, en tout cas, pour la majeure partie des dissidents ou des premiers opposants au totalitarisme soviétique, qui ont été beaucoup, en effet, des chrétiens. Il y avait évidemment aussi des anarchistes ou des communistes critiques. Mais il y avait aussi d'autres spiritualités, je trouve la remarque d'Alain de Benoît très intéressante. D'autres spiritualités peuvent être des guides dans la résistance au totalitarisme. En tout cas, dans la spiritualité ou dans la religion, on peut trouver des motifs supérieurs de se battre contre l'oppression ou contre qu'elle soit marchande d'ailleurs aujourd'hui ou qu'elle ait été sanguinaire hier. Je pensais à la fraternité de la forêt, par exemple en Lituanie, pour te faire plaisir. Cher PGL. Oui, pour me faire plaisir, il y a d'autres manières. Bien, alors le moment est venu d'aborder nos traditionnelles chroniques. Alors, que nous mettre sous la dent, ou plutôt sous les yeux pour cette émission? Alors justement, pas mal de parutions du côté des éditions Crisis et la revue d'ailleurs du même nom. Tout d'abord, on va commencer par cette revue, donc dont le maître d'œuvre est en face de moi, Alain Benoît, une fois de plus omniprésent. Donc vient de sortir le dernier numéro de votre revue Débat et d'idées, qui a quand même aussi pas mal d'existence, 87 si je ne m'abuse. Elle a été créée en 1988. Ah, voilà, ma mémoire peut un petit peu flancher, mais bon, c'est pas bien grave. En 1988, nous en sommes au numéro 39, numéro intitulé Science, point d'interrogation. Là aussi un numéro extrêmement copieux, assez dense, bon, sur une thématique qui n'est peut-être pas familière à tous nos auditeurs. Moi, j'avoue qu'aussi, il faut se plonger dedans, avec des signatures qui seront familières pour certains auditeurs. Je pense au philosophe et musicologue Jean-François Gaultier. On peut lire aussi des noms comme ceux de Jean Bricmont, qui me dit quelque chose. On a un texte d'Henri Poincaré, Geronimo Molina, donc qui est un intellectuel espagnol qui a collaboré aussi dans un numéro Nouvelle École. Quelques mots supplémentaires sur ce numéro? Oui, ce sont des thématiques d'ordre scientifique et épistémologique, donc qui certainement ennuient pas mal de gens, mais en réalité, il y a beaucoup d'articles tout à fait passionnants. Il y a un grand débat sur l'énergie nucléaire, avec un pour et un contre le nucléaire. Il y a une interview un long entretien avec l'économiste Jean-Luc Gréau sur la crise financière actuelle. Il y a des débats sur les sciences de la vie, la biologie. Il y a un texte qui s'appelle La science est-elle universelle? Donc il y a beaucoup de choses dedans, mais évidemment, c'est une problématique d'assez haut niveau. Tout à fait. Donc, numéro de la revue Crisis, c'est pour les plus scientifiques de nos auditeurs et les plus intéressés par ces thématiques. Donc, numéro 39, daté de septembre 2013, pour la modique somme de 24 €, que l'on peut aussi également se procurer sur le site internet de la revue Éléments, où l'on trouvera, comme l'a précisé Alain Benoît tout à l'heure, également la revue Nouvelle École. Alors, toujours des éditions Crisis. Un ouvrage qui était longtemps attendu, en tout cas par ceux qui étaient un petit peu initiés au texte lumineux sur la mythologie et les mythes grecs d'un auteur allemand, et pas n'importe lequel, le frère d'Ernst Jünger,
Friedrich Georg. Donc certains textes avaient été traduits depuis déjà presque une vingtaine d'années, à la fois dans la revue Nouvelle École et dans certains numéros de la revue Crisis. Ces textes-là sont republiés avec le complément, qui sont issus, je crois, de 3 ouvrages de Friedrich Georg Junger sous le titre « Les titans et les dieux, mythes grecs ». Alors, autant le dire tout de suite, c'est un ouvrage que feu Dominique Vénère, pour lequel nous avons tous une petite pensée. Feu n'aurait pas hésité à promouvoir le plus ardemment, hein, bien sûr. Il s'inscrit dans le droit fil de cette hellénité qui lui tenait tant à cœur. Alors, les titans et les dieux, vraiment, voilà, un ensemble d'études sur les grandes figures mythologiques de la branche grecque, de notre indo-européanité fondatrice. Donc vraiment, j'ai commencé à le lire, c'est lumineux. C'est vraiment un véritable bréviaire. C'est très lumineux. Il faut dire que là, ce n'est pas du tout une étude de caractère universitaire. C'est une étude à la fois d'évocation littéraire, mais appuyée sur de solides connaissances, des mythes grecs, et notamment de l'opposition entre les titans et les dieux. C'est aussi une curiosité, puisque c'est le premier livre de Friedrich Georg Junger qui est traduit en français. C'est une curiosité parce que c'est le frère d'Ernst Junger. Presque tout le monde connaît Ernst Junger et presque tout le monde ignore son frère. Alors que leur œuvre, je ne dirais pas qu'elle est de la même qualité, mais Friedrich Georg Junger a écrit plus d'une centaine de livres. Il a traduit Homère en allemand, il a traduit Shakespeare en allemand, il a été un des précurseurs de l'écologisme avec un livre qui s'appelle La perfection de la technique. Il s'est beaucoup intéressé au sacré, aux anciens mythes, notamment aux mythes grecs. Et très bizarrement, il est mort maintenant et jamais il n'avait été aucun livre de lui n'avait jusqu'à présent été traduit en français. Donc on répare, en même temps qu'on publie un livre qui est vraiment passionnant, on répare une sorte de manque. J'ajoute pour terminer que la traduction, qui est vraiment très remarquable de cet ouvrage, est due à François Poncet, qui est l'un des principaux traducteurs de Ernst Junger aujourd'hui, notamment pour ce qui est paru récemment aux éditions Plomb ou chez Gallimard. Tout à fait. Ce que vient de dire Alain de Benoît, dans ses entretiens, Ernst Junger avec Julien Hervier explique que, pour montrer l'importance de Friedrich Georg Junger, vous savez, pour parler d'Heidegger, il faut mieux demander à mon frère, ou quelque chose comme ça. Donc, même si Junger avait des rapports avec Heidegger, c'est dire à quel point il avait de l'estime pour son frère. Oui, on peut peut-être ajouter d'ailleurs que c'était plus que de l'estime, car ils ont été intimement liés durant toute leur vie. Ils ont partagé les mêmes engagements politiques de jeunesse. Ils ont travaillé ensemble. Ils étaient, pas comme des jumeaux, mais quasiment, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Friedrich Georg Junger a beaucoup influencé son frère Ernst. Et l'influence s'est exercée presque uniquement dans cette direction. Le livre s'appelle « Les titans et les dieux ». Or, ceux qui sont familiers de l'œuvre d'Ernst Junger savent que cette thématique des titans et des dieux est très présente dans l'œuvre de Junger. Eh bien, c'est chez son frère qu'il l'a trouvée. Deviendra présente, en tout cas, après la publication de ces. Donc, en fait, ce sont deux œuvres qui sont en miroir l'une de l'autre, je crois, et comme vous le dites très justement, surtout celle du cadet par rapport à l'aîné. Précisons que vous avez établi la bibliographie de ce volume, et moi, je conseillerais vivement la lecture de ce volume de manière concomitante avec 2 autres ouvrages d'un compatriote, plus ou moins contemporain, Walter Otto, avec les dieux de la Grèce et Théophania surtout. Là aussi, une magnifique exégèse de ce que nous devons retirer du monde et des mythes qui nous parlent toujours, qui doivent toujours continuer à nous parler. Alors nous restons un petit peu dans le monde de l'indo-européanité avec un ouvrage qui fait partie un petit peu d'une sorte d'archéologie de la redécouverte de la question indo-européenne. Un ouvrage qui avait été publié il y a plusieurs années par les éditions Pardès, qui vient d'être réédité d'une forme légèrement augmentée par les éditions du Lore. Il s'agit de l'ouvrage de l'anthropologue allemand Hans F.K. Günther, intitulé « Religiosité indo-européenne ».
avec une présentation de Jules Evola, s'il vous plaît, et une préface et postface de Robert Stekers, qui avait aussi traduit l'ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui est intéressant, bon, qui est dépassé sur pas mal de points, mais qui, je crois, d'une manière assez synthétique, restitue une vision relativement juste de ce que ont pu être, en tout cas les Indo-Européens, au niveau de leur éthique, de leur rapport à la religion, et sûrement pour tracer un début de portrait de nos plus lointains ancêtres, dans un ouvrage qui se lit facilement. Alors bien sûr, comme je viens de le dire, on pourra revenir sur certains points de détail, bon bien sûr, sur des références un peu dépassées, bon, nonobstant aussi bien sûr la personnalité controversée de son auteur. D'ailleurs Alain Benoît pourra en parler, il se souvient, il avait écrit un article dans un numéro d'Éléments en 1982 sur un débat qui avait lieu à l'époque à la télévision française avec l'inénarrable Michel Polac, où à l'époque, bon, c'est bien sûr dans la Reductio ad Hitlerum, qui était déjà un petit peu, bon, dans l'air du temps, avait été vilipendé en direct. Et je crois, Alain Benoît, vous avez écrit à l'époque dans Éléments, je crois que c'était le numéro 41, si mes souvenirs sont bons. Vous aviez écrit un article qui évoquait justement cette diabolisation de cet anthropologue qui n'a de l'époque du national-socialisme, mais qui ne se réduisait pas justement à être l'anthropologue officiel du Troisième Reich, comme certains ont pu le dire un peu hâtivement. Je pense notamment à un plumitif britannique de l'époque, Michael Billig, qui n'avait pas hésité, bon, à se fourvoyer dans ce type de propos. Donc voilà, un ouvrage en tout cas qui mérite d'être mis entre les mains des plus jeunes auditeurs et qui voudrait justement avoir une petite introduction déjà de cette question indo-européenne. Bon, bien sûr, après en complétant avec des ouvrages plus actuels. D'ailleurs, en parlant de la revue Nouvelle École, je peux rappeler à ce sujet que Nouvelle École avait consacré, il y a quelques années, un très copieux numéro justement à la question des Indo-Européens. C'était le numéro 49. Voilà, si mes yeux ne me trahissent pas, parce que là, j'ai avec le char de Trelleborg en couverture. Voilà, si je ne m'abuse. Bien, donc je rappelle les références de l'ouvrage. Hans F.K. Günther, Religiosité européenne, aux éditions du Lore, que vous pouvez procurer dans les bonnes librairies pour les Parisiens, ou alors sur le site dédié des éditions du Lore, pour la modique somme de, je ne me souviens plus, mon cher Alain, si vous permettez, ou dites-moi, il s'agit de la modique somme de 16,90 €. Il faut aussi noter l'effort tarifaire que pratiquent les éditions du Lore. Alors nous restons dans les petits ouvrages. Alors il s'agit d'un ouvrage collectif que j'ai reçu il y a quelque temps, qui est édité par les éditions ID, avec ID en lettres capitales. Il s'agit d'un ouvrage collectif intitulé Antimondial pro-local, qui prône une saine approche d'une perspective localiste, qui je pense est la nôtre pour nous tous autour de cette table, d'un ouvrage co-signé Jean-David Catin, Alban Ferrari, Julien Jangela, Arnaud Naudin et Philippe Vardon. Arnaud Naudin qui était déjà passé à cette antenne. Donc c'est un ouvrage qui émerge bien sûr donc de la mouvance identitaire, du bloc identitaire, des études courtes, des textes courts, certains déjà publiés, mais qui sont tout à fait lumineux et avec lesquels nous n'avons aucun mal à nous sentir donc en accord. Le localisme, c'est aussi la dimension une des dimensions de notre combat. En tout cas, c'est développé, voilà, de manière synthétique et tout à fait pertinente dans la plupart de ces petits textes qui composent ce petit recueil dont je reprécise et rappelle le titre, Antimondial pro-local, aux éditions ID, au pluriel, pour la modique somme de 10 €. Donc l'ouvrage peut être commandé sur le site de ces mêmes éditions. Voilà, alors oui, je crois que mes deux acolytes, Olivier et Monsieur K, avaient aussi peut-être de leur côté des ouvrages à signaler. Oui, Monsieur K. Je crois qu'on accueillera l'auteur sur cette antenne qui est d'une certaine manière son hôte, puisqu'il s'agit de Gabriele. Dans quelques semaines, oui. Voilà, de Gabriele Adinolfi, le parrain spirituel, intellectuel de la Casa Pound italienne qui a la gentillesse de nous prêter ses ondes ce vendredi soir. Il vient de publier, alors cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une traduction d'un ouvrage qu'il aurait publié en langue italienne, il s'agit d'un ouvrage écrit directement en langue française, qui s'intitule Orchestre Rouge, aux éditions
donc c'est dans la collection. Sous-titré, mon cher. Oui, pardon. Le sous-titre, L'international terroriste des années de plomb, donc aux éditions Avatar, dont je crois certains animateurs de cette émission ont été complices pour cette parution. Voilà, donc il s'agit. Vous pouvez parler, mais c'est pas grave. Continuez. Il s'agit donc d'un important ouvrage à mon avis, puisqu'il met à la portée du public français cette période très confuse, très compliquée, qui était une période vraiment qui était un véritable théâtre d'ombre de ce qu'on a intitulé donc des années de plomb, qui sont ces années qui ont marqué l'Italie d'après-guerre, hein, entre la fin des années 60 et le milieu des années 80, qui ont été marqués par de nombreux attentats à la bombe, de la violence politique aussi plus diffuse, des jambisations, toutes sortes, des bombes incendiaires, donc qui ont été inaugurées par l'attentat de Piazza Fontana à Milan en 69, et qui s'achève en tout cas qui marque le pas avec l'attentat de la gare de Bologne. En 80, si ma mémoire est bonne. En 1980, oui. En août 1980. Et donc Adinolfi ici fait un sort en fait à d'abord à la thèse officielle qui veut que ce soit un terrorisme noir, donc fasciste, manipulé par les services de l'OTAN, qui aurait par exemple infiltré des groupes d'extrême gauche ou qui aurait manipulé l'extrême gauche dans le cadre de ce qu'on a intitulé la stratégie de l'attention. Voilà, il fait un sort à cette thèse, il explique que les alliances et les jeux divers, parce qu'il y a des stratégies de l'attention, sont beaucoup plus compliqués et ne se réduisent pas à une thèse aussi simple. Il y a une intéressante introduction à l'ouvrage préface de Michel Drac. De Michel Drac, qui pose bien les choses également, et qui, d'autre part, je dirais, soulève tout l'intérêt de l'ouvrage pour nous, puisqu'il ne s'agit pas d'une simple curiosité historique, mais véritablement de comprendre quelles sont les mécaniques des stratégies de l'attention, et donc de prendre garde aussi à ce type d'initiatives qui pourraient être prises ou qui ont pu être prises depuis la fin des années de plomb en Italie, en particulier en Europe, en Méditerranée, mais pas seulement. On pense aux attentats de Madrid, mais pas uniquement. On pense évidemment à ce qui pourrait être fait aussi dans le cadre de conflits de basse intensité avec la question de l'islam en France. Voilà, donc j'encourage vraiment les auditeurs les plus jeunes à lire ce livre, qui est extrêmement éclairant et qui véritablement s'inscrit dans la démarche aussi qui est celle de Méridien Zéro, c'est-à-dire d'être libre et rebelle, et donc d'aller au-delà des apparences pour essayer de chercher un peu de vérité dans ces événements très confus. Voilà, je rappelle les références. Gabriele Adinolfi, Orchestre Rouge, l'international terroriste des années de plomb, aux éditions Avatar, pour la modique somme de 19 €, mais nous reviendrons longuement avec son auteur sur cet ouvrage. Olivier, en 2 minutes et demie... Je voudrais évoquer le merveilleux livre de Theodore Kroger, Le village oublié, qui vient d'être réédité récemment dans la collection de poche de Phébus, les éditions Libretto. Le village oublié, c'est l'histoire d'un jeune Allemand de Pétersbourg qui va en 1915 essayer de fuir pour retrouver la patrie de ses ancêtres et combattre dans les troupes de l'Empire. Il va être arrêté à la frontière finlandaise et ensuite il va vivre une aventure incroyable en Sibérie où il va tomber amoureux d'une jeune Faïmé, une jeune femme tatare, et ensuite participer à l'incroyable encore une fois aventure d'isolement d'un village au moment de la Révolution, où un village de vieux croyants va vouloir quitter le monde. Voilà. Et c'est à la fois un roman d'apprentissage, un roman d'amour, un roman sur la Sibérie, Sibérie mystérieuse, et j'ai un livre que je mets presque au même niveau que les grands livres de Dostoïevski, Bêtes, hommes et dieux, avec voilà. Rappelez les références. Le village oublié de Theodore Kroger. Je vais Theodore Kroger, Kroger, préfacé par Jean Raspail aux éditions Libretto, et j'y consacre un article dans le prochain numéro d'Éléments. Donc voilà. Prochain numéro d'Éléments dont nous reparlerons très prochainement sur ces ondes, bien entendu. Lisez-le avant de lire mon article. Surtout lisez Le village oublié de Theodore Kroger. Voilà. Un ouvrage en cours que vous voudriez signaler, Alain Benoît, un petit coup de cœur, très rapidement, pour clore cette émission. Pas tout récemment. J'ai lu beaucoup de livres récents, mais je n'ai pas de titre qui m'ait particulièrement frappé. Nous verrons pour la prochaine fois. En tout cas, tous ici autour de cette table, nous remercions beaucoup et nous avons fait encore une fois de plus l'amitié et l'honneur d'être présents ce soir pour essayer de dissiper un petit peu les brumes sur une problématique qui pouvait sembler sans intérêt et ô combien complexe, théologie politique, dont j'espère que nos auditrices et auditeurs ont bien compris ce soir que cette
problématique de la théologie politique nous ouvre à tant de choses qui éclairent de manière nécessaire, je le répète une fois de plus, les temps que nous vivons, que nous sommes amenés à vivre. Donc, pour cela, se pencher dans le dernier numéro de Nouvelle École, numéro 62, donc intitulé Théologie politique. C'était ce soir Monsieur Pégel à la barre, accompagné de Olivier Clément et Monsieur K, qui recevait Alain Benoît. Plus que jamais, restez éveillés, lisez et à l'abordage. Et pas de quartier.